Bonjour tout le monde et bienvenue dans l'hebdo de Comics Initiative avec en ce vendredi, en tout cas, jour où l'on enregistre ce live, deux invités que l'on n'a jamais accueillis, qui sont tout nouveaux pour le coup dans l'émission. C'est le tandem, le duo, le couple de l'enfer, c'est Vic et Black. Salut les gars. Salut. Salut Michael. Salut tout le monde. Alors peut-être que pour identifier, est-ce que je peux vous demander juste l'un après l'autre de dire qui fait quoi, qui est Vic, qui est Black, qui est tout ça. Alors moi c'est Vic, je suis le dessinateur de Setsujoku et Revenge Soul du coup. Et Revenge Soul. Et oui, les deux. Et pour le coup, donc c'est toi qui t'occupes de toute la partie dessin. Dessin, ancrage, colo, etc. Voilà. Et on a Black pour le coup. Et moi c'est Black. Coucou, moi je suis le scénariste. Je m'occupe aussi des storyboards, enfin des débuts de storyboard, parce qu'après Vic qui me rejoint pour, on va dire, un peu mieux faire tout ça. Et voilà, je m'occupe essentiellement de tout ceci, de la créa de Setsu et de Revenge Soul. Alors, voilà. Je sais qu'on dit souvent Comics Initiative ne travaille qu'avec des auteurs de l'ouest, du nord-ouest de la France. Ben non, en fait, tous les deux, je sais que vous vivez dans le sud, côté région marseillaise, la Provence, Aix-en-Provence, tout ça. Donc c'est vrai qu'on les voit pas souvent en festival, donc quand ils sont avec nous, n'hésitez pas à venir découvrir leur univers. Oui, on est Varois. Le Var. Le Var, c'est ça. Et pour le coup, avant de commencer, ce qui serait peut-être intéressant de savoir, c'est comment est née votre association à tous les deux. Ça fait longtemps que vous connaissez. Est-ce que vous avez toujours voulu travailler ensemble ou c'est un mariage forcé? Comment ça s'est passé tout ça? Un mariage forcé, non, mais un mariage oui, peut-être, parce que nous, on se connaît depuis le lycée. On devait avoir quoi, 18 ans 17, 18 ans, un truc comme ça. C'est ça. Et au début, on se connaissait, on faisait un peu les soirées ensemble. Et après, on a surtout fait énormément de jeux de rôle pendant des années, ensemble. Et donc, Black était le maître de jeu pendant des années sur des grosses campagnes. Et moi, je dessinais tout le temps. Ouais. Donc, il fallait toujours me rappeler à l'ordre pour jouer. Et c'est au bout de plusieurs années, force de conséquence, que nos amis ont constaté que l'un racontait les histoires, l'autre dessinait. Ils se sont dit, bon, les gars, il faudrait peut-être faire quelque chose. Ouais, bougez-vous le cul, ils nous ont dit. Donc, du coup, on a tenté quelque chose et on t'a rencontré, Michael. Voilà. C'était quoi on parlait un petit peu de jeux de rôle, c'était quel type d'univers sur lesquels vous jouiez? Alors, essentiellement, moi, au tout début, j'avais construit mon propre univers lié un peu à Saint Seiya, et avec des armures, des cosmos, et ainsi de suite. Et après, on m'a offert un jeu de rôle basé sur l'univers, on va dire, médiéval fantastique japonais, que j'ai énormément apprécié, et je l'ai un peu retravaillé à ma façon. J'ai pris les éléments qui m'intéressaient et d'autres que j'ai énormément rajoutés. Et tu te rappelles du nom du jeu? Tu te rappelles du nom du jeu? Bien sûr, oui. L5A, le livre des 5 anneaux. Voilà, Rokugan et tout ça, c'est quand même très bien. C'est assez connu, je pense, dans ce milieu-là, du moins. Ouais, je vais essayer d'en montrer un visuel si j'arrive à trouver. Hop. Voilà, la V1, la toute première, le jaune, que j'ai toujours d'ailleurs. Il est et du coup, j'ai refaçonné tout ça, et j'ai eu de plus en plus de joueurs, dont Vic à côté, qui était un des plus vieux comme joueur. Ouais. Petit à petit, en fait, ça a pris quelques années où on se retrouvait régulièrement pour participer à ces quêtes et créer ensemble, puisque finalement le JDR c'est un peu ça, on crée ensemble l'histoire, puisque les joueurs vont faire certaines conséquences qui vont les amener quelque part.
Donc, Ça a duré voilà. presque 10 ans, non? C'était comme ça. Oui, bon, il y a eu des C'était pauses, long. hein, il y a eu des pauses, C'était mais, long. il y a eu des pauses, et j'ai eu énormément de joueurs en plus, donc j'avais pas toujours les mêmes tables. Donc voilà. C'est un univers aussi un peu créatif, mine de rien. Et comment on en vient à l'idée, je dirais, de transformer finalement cet univers-là en histoire et de se dire, bah, on va travailler ensemble, mais qu'est-ce qu'on raconte? Comment comment on va dire, comment ça a débuté en fait cette idée d'aller vers cette Sudoku, de mettre en place tout cet univers-là. Il y avait certes le côté jeu de rôle qui vous plaisait, mais en dehors de cet aspect-là où vous, on va dire mutuel, est-ce que vos références à vous sont déjà un petit peu mutuelles aussi de ce côté-là? Est-ce que vous avez les mêmes, on va dire, est-ce qu'il y a des atomes crochus sur des univers, sur des séries par exemple, Oui, énormément. Oui. Oui, Ouais, je pense que la base de la base, c'est Dragon Ball. C'est Ouais, un qu'on a niveau vraiment en univers, commun, tous ouais, les oui, deux. on kiffe Vraiment bien. en commun, voilà. Mais en même temps, c'est notre génération aussi, hein, donc On est quand même de la génération télé, hein, comme beaucoup de ces années-là, hein, donc moi je sais on que va pas le club Dorothée, hein, oui. évidemment. Oui, mais en même temps c'est un peu le début des mangas en France, essentiellement en fait, qui a propulsé un peu le tout. Je pense on se connaissait pas, mais à la même heure, on était tous les deux collés On à était la télé. voilà, on était connectés à la télé. Chacun de notre côté. La télé, c'était un peu l'internet aujourd'hui, hein, à cette époque-là, finalement. Donc, du coup, on était, oui, connectés aux mêmes heures. Même heures, donc on regardait, finalement, on a vu les mêmes animés, oui, Dragon Ball, Chevalier du Zodiac, Nicky Larson, Voilà, Nicky Larson, tous ces univers-là autour du manga qu'on a découvert, on s'est retrouvés dedans tous les deux. Hein. Ah Donc, oui, il n'y a pas eu de souci. Alors, je sais que quand vous évoquez tous les deux Dragon Ball, ça fait partie tous les deux vraiment de vos références communes, en fait, que ce soit peut-être Dragon Ball ou Dragon Ball, on va dire Z pour la partie où Goku est devenu plus grand. Enfin, ça, c'est surtout délimité dans la version animée. Mais qu'est-ce que qu'est-ce que ça vous inspire, en fait, Dragon Ball? l'héroïsme. L'héroïsme? Le côté, voilà, un peu voyage, univers un peu fou quand même, parce que on rencontre des choses particulières, beaucoup de couleurs. Et pour l'époque, au niveau par rapport aux dessins animés qu'il y avait américains ou français, il y avait une animation qui était dingue sur les animés japonais, quoi. En comparaison, ça n'avait rien à voir. On est d'accord que les mangas étaient largement au-dessus en termes d'animation. Ouais. Oui, ils avaient quand même une avance, hein, surtout sur l'animation. Voilà. Après, Dragon Ball, ça évoque aussi beaucoup de bagarres. On va pas le cacher, on aime bien quand même la bagarre. À la baston. C'est un peu l'archétype effectivement du shonen, hein. C'est-à-dire qu'on va trouver ce dépassement de soi, le côté valeur qu'on voit souvent dans plein de mangas de type shonen, parce que c'est pas uniquement dans ce type de manga-là qu'on trouve ça, mais ce côté dépassement de soi, même solidarité, des fois où les personnages on va dire, vont au fond pour défendre leurs amis. Ah oui, complètement. C'est surtout Dragon Ball. Dragon Ball apporte énormément de valeurs morales et ainsi de suite. Donc et puis il y a beaucoup d'humour aussi dans Dragon Ball qui font que quand on est petit, je trouve que c'est un savant mélange entre finalement bagarre et fou rire. Parce que vraiment les méchants, enfin, surtout de Dragon Ball, hein, parce qu'après Z c'est devenu un peu plus sérieux, on va dire. Il est bon aussi pour ma part, mais Dragon Ball a vraiment cet univers avec des méchants emblématiques, des scènes un peu grotesques même, et des bonnes tranches de bagarre, quoi. Et puis on peut le dire, hein, je sais que la disparition d'Akira Toriyama, ça a marqué tous les fans. C'est un petit bout de notre enfance qui part aussi. Un pansement au cœur. Ouais. Voilà. On peut voir notamment le dessin que vous aviez réalisé à cette funeste occasion, entre guillemets. C'est une idole qui part dans ces cas-là? C'est quoi? C'est juste un univers finalement qui vous quitte un petit peu, ou le fait que... Pour ma part, c'est un exemple qui s'en va, en fait. C'est depuis tout petit, enfin. Ouais, c'est le sensei qui part. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un peu le maître, quoi. C'est un peu, on aimerait tous avoir sa carrière, en fait.
autant que scénariste, dessinateur, ce qu'il a raconté, comment il a vécu, tout ce qu'il a fait, comment ça a été maîtrisé. Enfin, non, c'est. Toriyama, de toute façon, a été énormément recopié, idolé, tout ça, mais il n'a jamais été vraiment égalé. C'est une inspiration, tout ce qu'il a fait. Il y a beaucoup on va dire, ça a été souvent la référence absolue du shonen, la marque qui a, on va dire, été tracée de manière indélébile dans le corps de beaucoup d'auteurs qui ont suivi. Enfin, du shonen phare, il y en a beaucoup. On peut même aller jusqu'à Naruto ou One Piece, où ils ne peuvent pas dénier l'inspiration qu'a pu avoir Toriyama c'est impossible. dans leur univers. Ça serait juste mentir. On cite vraiment ceux-là en avant, mais c'était déjà le cas. Toriyama, c'est pas que Dragon Ball, c'est aussi Dr. Slump, qui était sa première série à succès, qui était absolument géniale, et puis qu'il a pu glisser à travers quelques caméos au sein de Dragon Ball. D'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez d'ailleurs de la dernière itération manga Dragon Ball Super que Toriyama à l'origine avait écrite et qui avait été illustrée par un autre auteur qui s'appelle Toyotaro? C'est quelque chose qui vous ça vous parle? Je pense que pour nous, pour moi en tout cas, Dragon Ball Z, ça a fini avec l'histoire de Boo. La fin, elle était bien. Moi aussi, je m'arrête ici. C'était pas parfait non plus, mais ça passait très bien, quoi. Cette fin-là, elle était très bien. Après, vouloir continuer, je pense que c'est dommage. Et voilà, je ne suis pas spécialement pour le Dragon Ball Super, moi. Et puis, ils ont changé quelque chose dans Son Goku qui... voilà. Ça ne parle pas, ça ne marche pas. Ça marche pas. C'est lui qui amène tout le problème, alors que d'habitude, c'est lui qui les résout. C'est très vrai. Donc, tiens, et regardez, j'ai réussi à trouver ce qui, je pense, va pouvoir conclure la section Dragon Ball. Ça s'arrête vraiment là. Voilà. Oui, voilà. Je sais que parmi les inspirations, en tout cas, qui vous ont aussi marqué, il y a un autre titre, en tout cas, c'est plutôt du côté de Vic qu'il l'évoque de temps à autre. C'est quand même une autre série culte qui est Fullmetal Alchemist. J'adore aussi. C'est ma deuxième série préférée. Voilà. Moi, je trouve que c'est quasi parfait. Enfin, le scénario jusqu'à la fin, tout ce qui se passe, c'est un chef-d'œuvre. Et l'écriture, le dessin d'Hiromu Arakawa, qui est une autrice, pour le coup, est-ce que vous sentez qu'il y a une fibre différente par rapport à un univers qui est habituellement... alors, on est dans un shonen, encore avec Fullmetal Alchemist, mais qui, pour le coup, est souvent réalisé. La majeure partie des titres de shonen sont réalisés par des hommes. Ça fait quelques années qu'il y a beaucoup d'autrices. On ne va pas parler de Rumiko Takahashi, parce qu'elle est là depuis encore plus longtemps, mais qui, elle, a permis d'avoir, entre guillemets, d'être une inspiration pour plein de dessinatrices et autrices. Est-ce que Hiromu Arakawa, justement, a amené une touche différente pour vous via Fullmetal Alchemist, notamment? Je suis pas sûr, parce que y a, comme on retrouve, plutôt un peu sur Dragon Ball, truc où on retrouve de l'action, on retrouve de l'humour, il y a un scénario qui est très bien ficelé. Est-ce que c'est parce que c'est une femme? Je sais pas. Après, que je regarde pas si c'est des femmes ou des hommes, je regarde l'histoire en fait. Donc, Moi, c'est plutôt sur le côté narratif, en fait, où je trouve qu'il y a un vrai apport d'Hiromu Arakawa. On sent une concentration beaucoup plus importante sur les personnages et moins, par exemple, sur les séquences d'action qui sont très présentes aussi. C'est un peu plus émotionnel, ouais. Ouais, peut-être un peu plus à travailler sur les émotions, tu as raison. Oui, les femmes ont un peu plus, enfin, elles ont une sensibilité différente, similaire à la nôtre. Et du coup, moi, je ressens un peu ça dans Fullmetal Alchemist, surtout entre les deux personnages principaux. Les deux frères Elric. C'est ça, ouais. Dedans, un côté un peu paternité qu'une mère pourrait connaître. Donc voilà, je ressens plus ça. Mais après, ça, comme il dit Vic, ça reste le shonen, un bon shonen, comme on aime. Mais
Bon, écoute, je sais que je fais plaisir à Vie quand on montre en Full Metal Alchemist, même si tu l'apprécies aussi de ton côté, Oui. Black. Mais pour le coup, toi, je sais que tu as une autre référence que tu as déjà évoquée pas mal de fois. Hop, celle de Ah, Saint Seiya, tu l'évoquais. ouais, Alors, de Kurumada, oui. Moi, depuis tout petit, en fait, les valeurs qu'il y a dans les. Alors, oui, il a vieilli, les premiers, mais que ce soit aussi bien en anime qu'en manga, mais les valeurs qu'il y a dedans sont vraiment, vraiment top. J'aime énormément. Voilà. moi, je peux faire un. Moi, je les avais. Alors, pareil que vous, hein, on est sensiblement dans les mêmes âges, même si vous êtes beaucoup plus jeune, peut-être 1 ou 2 ans de moins, je crois. Les Saint Seiya, c'est voilà, les Chevaliers du Zodiaque, ça faisait partie des nombreux mangas qu'on suivait voilà, au Club Dorothée. Ah bah oui. Mais Donc, quand j'étais jeune, en fait, en plus, les armures, alors quand on est petit, on regarde surtout ça, les armures, à chaque fois on découvre un peu, on a le truc aussi des signes par rapport au Chevalier d'Or et tout, mais Saint Seiya, après, en comprenant bien l'histoire, ça va vraiment au-delà de juste ceci qui est génial, hein, la structure, mais moi j'aime puis, énormément Saint Seiya. il y a un côté qui est très, en tout cas, qui fonctionne extrêmement bien dans cette série, c'est effectivement tout l'aspect autour de la mythologie, tout cet Ah oui. univers qui est développé. Ça, c'est quelque chose que, en tout cas, à mon avis, qui inspire sur le long terme aussi au niveau création d'univers, non? Ah oui, oui, bah, en plus, ça m'a même poussé à titre personnel à m'intéresser un petit peu à l'astrologie, les signes, les étoiles et tout ça. Donc, j'avais des bouquins que mes parents ont pris quand j'étais petit sur l'astrologie et c'est même Saint Seiya qui m'a amené à ça. Donc, pour en savoir encore plus, pour voir s'il y avait vraiment des similitudes dedans et ainsi de suite. Donc, voilà, moi, c'est une série qui, qui m'affectionne énormément. J'aime Et beaucoup. puis il y a aussi une grosse différence, c'est que le style de Kurumada, on peut dire un peu vintage, etc. Ça fait partie des séries où moi je me rappelle la première parution en France, c'était déjà chez Kana. Je les avais achetés, puis au bout d'un moment je m'en étais séparé, puis à un moment je le montrais dans le visuel précédent, je les ai en fait rachetés parce que cette fois-ci il y a un nouveau récit. L'auteur réintervient également sur ce Mm. qu'il avait publié des années avant, en corrigeant des choses qu'il estime ne plus être je sais pas, peut-être de son goût aujourd'hui. Mais je sais qu'il y a aussi une petite fracture chez les fans de Saint Seiya, c'est le côté effectivement où le manga a un style très marqué, moi je trouve très neketsu presque de Kurumada, Mm, là mm. où effectivement il y a eu un travail extraordinaire, et j'essaie de mettre l'image, qui est dégueulasse en plus, ça me fait chier au niveau de la résolution, mais bon, je vais essayer d'en trouver une un peu mieux, pourtant elle est censée être en bonne résolution, bref. C'est effectivement le design de l'animé qui était assez différent, on peut le dire, du visuel du manga. Enfin, vous aviez peut-être une préférence pour l'un ou pour l'autre de votre côté ou pas? Alors moi, j'ai toujours pas lu le manga, donc j'ai vu que l'animé. Voilà. J'ai essayé de faire remonter une cascade, j'y suis jamais arrivé. C'est vrai. Ouais. En fait, moi, quand j'étais petit, je préférais l'anime parce que c'est ce qui m'a fait découvrir la série. Après, le manga est très très bon aussi. Ouais, J'aime bien. il a Bah, tendance à être un peu plus à l'essentiel aussi. oui, voilà, il va plus vite en fait. Donc, ça donne un côté légèrement un peu plus agressif dans la lecture qui lui va très bien aussi. Euh, donc, moi, j'aime les deux, hein. De toute façon, j'aime tout ce qu'il fait. Et en plus, il a annoncé une nouvelle série, Kurumada, justement, hein. Ouais. Alors, il a rigolé, parce qu'entre Ouais, les ouais, nez, ouais. En fait, les Saint Seiya vont continuer après justement les Hades. Il a annoncé et donc c'est génial. Mais on a un auteur français qui a repris les qui Saint a eu Seiya. l'autorisation, ouais, c'est ce que j'allais vous Ouais, montrer d'ailleurs en ouais. extension. Et Est-ce que c'est juste. vous avez eu l'occasion justement de les lire? Le lire, non. Ah, Après, j'ai vu des visuels. Pour le moment, j'ai la collection. Donc ça veut dire que ça fait le job et que ça trahit pas les fans, on peut dire. Ah, c'est très très bon. Vraiment, c'est même excellent en fait dedans. Et j'ai rencontré en plus, j'ai eu la chance de rencontrer celui qui fait. Et Jérôme.
Ouais, dessinateur. et c'était cool, on a un petit peu échangé et c'était vraiment une superbe expérience. J'aime bien. Et j'aime ce qu'il fait, j'aime bien le coup de crayon. Et j'attends en plus chaque tome traite un des chevaliers. Donc là, on a eu le Phénix, on a eu Ki, on a eu Shun, Yoga, Shiryu, le dernier, et on a Seiya qui va arriver en 5e position, quoi. Et voilà, j'attends. Non, non, ça trahit rien du tout. C'est vraiment, vraiment très, très bon. Je le conseille pour ceux qui adorent la série. C'est vraiment, vraiment excellent. Bon, alors pour le coup, je tenterai peut-être le passage, Et puisque ça monte en plus. Le premier et le deuxième, j'ai trouvé ça vraiment top. Mais alors le 3 et le 4, là, ça va vraiment. Ça il part prend vraiment bien. possession aussi, ouais. Ouais, ça monte bien. J'aime beaucoup. Et quand on parlait de références, quand je vous évoquais les références juste avant de débuter l'émission, en tout cas, il y a eu deux choses, il y a eu deux titres, un chacun que vous m'avez évoqué, qui pourraient pas peut-être surprendre beaucoup de gens qui voient depuis le début, qui assistent à l'émission depuis le début ou même vous connaissent. On va commencer par Vic, parce qu'on a commencé à chaque fois par Vic. On mettra à l'honneur Black juste ensuite. J'aime aussi ce qu'il a choisi. J'ai lu. Eh oui. Oui, Peter Donc, Pan, Peter Pan de Loisel. Qui Ouais, peut nous en parler? Oui, nous en parler. c'est moi, c'est en fait le parti pris de Loisel sur Peter Pan. Ça m'avait marqué à l'époque quand je l'avais lu. Parce que moi, quand je l'ai lu, j'avais le souvenir de l'histoire de Peter Pan de Disney, en fait, parce que j'étais encore assez jeune. Et alors que celui de Loisel, il est très sombre, en fait. Ça tourne pas du tout comme je m'y attendais. C'est plutôt bon. C'est très très bon. C'est très très bon. Je m'attendais pas à un twist. De toute façon, il y a une différence avec Disney. Ouais, Disney font bien les choses, mais quand cette même. espèce de double personnalité du héros et la fée Clochette qui est en même temps, on peut la comprendre, mais elle est assez horrible. Je vais dire. C'est une fée, ça n'a jamais Ouais, été. une fée capricieuse, jalouse, envieuse, avec tous les défauts du monde. Oui, non, les traits de caractère sont beaucoup plus profonds sur ce. Non, c'était un excellent, c'est une série de 3 tomes, je crois, il me semble. Ouais, je crois que c'était même 4 ou 5, de mémoire. Mais, Ouais, 4 ou 5. 5. Ouais, Et je après, l'ai je crois en plus quelque part. Oui, il y en a 5, il me semble. Mais ouais, ça m'avait Il me beaucoup semble. marqué. Et en plus, Loisel, ça a été un auteur qui m'a, moi, dans mon dessin, il y a longtemps, qui m'avait beaucoup inspiré avec Quête de l'oiseau du temps, avec. Ah mince, j'ai le titre sur le bout de la langue. Je m'en souviens plus. il y a eu Magasin Général après, qui est une Mais série. plus lent dans le rythme d'histoire et j'avais moins aimé. Alors que c'est beaucoup plus punchy, finalement, La Quête de l'oiseau du temps et Peter Pan. Ok. Voilà. Et donc, ouais, c'était son parti pris, moi, qui m'avait beaucoup marqué à l'époque et qui m'a fait encore plus donner envie de faire de la bande dessinée. Quoi. Je veux dire, on peut prendre des histoires, les transformer comme ça, c'est génial. Et de l'autre côté, Black, univers très différent là aussi, mais issu du franco-belge. Ouais. Oui. Une série qui m'a fasciné. J'aime beaucoup comment l'auteur il traite la chose. Pat Mills, qui est un des grands scénaristes de bande dessinée anglo-saxonne. Il y va pas par 4 chemins. C'est vraiment c'est trash. Ça envoie. Les planches, elles sont magnifiques. Je trouve qu'il a les couleurs, les textes aussi. Alors il y en a qui vont peut-être trouver que c'est un peu vulgaire ou autre, mais voilà, il y a vraiment un travail dessus très particulier, une signature vraiment, vraiment personnelle et j'aime beaucoup. J'aime bien ce qui est traité dedans aussi. Finalement, ça peut nous toucher à tous. Et j'aime bien l'enfer, comme il le voit. L'enfer que propose Pat Mills et Olivier Ledroit au dessin. Alors, ce qui est plutôt amusant, c'est que c'est un univers donc, qui aujourd'hui a dépassé la douzaine de tomes, qui derrière continue en bande dessinée. Je ne sais plus combien de tomes
prévoient les auteurs, mais qui a donné lieu d'ailleurs à une version qui est sortie d'ailleurs pas plus tard qu'il y a quelques jours, en version manga, Oui. supervisée notamment par un auteur que j'aime bien qui s'appelle Victor Santos. Voilà, voilà. Je signale la sortie, la dispo. Je ne sais pas ce que vaut cette nouvelle version, en tout cas cette adaptation. On va voir parce que ça fait partie des choses qui vont être consommées. Bon, pour voir un peu du côté. Mais ouais, j'aime énormément, moi. Je trouve qu'il y a un côté graphique qui est vraiment. J'aime ça. Et j'aime l'histoire, j'aime lire cette lecture. Elle me plaît beaucoup, moi. Ça me plaît énormément. D'ailleurs, dans les planches de notre bande dessinée, notre manga, il y a un peu d'inspiration dedans. On peut noter énormément de rouge et de noir dans ce. C'est vrai. On va en montrer quelques extraits par ailleurs, parce que ça va être l'occasion justement de passer maintenant, après les inspirations, à finalement votre propre univers. Alors là, pof, on y va avec un truc qui a clignoté, provoqué des petites crises d'épilepsie peut-être. On parle donc pour le coup de Setsujoku qui est l'arrivée, qui est le titre sur lequel nous nous sommes retrouvés. Un univers qui... hop, tiens, attends, on va peut-être le supprimer un petit peu parce que ça fait un peu mal à la tête au bout d'un moment, peut-être. Hop là. Non, mais c'est sympa. Hein. Mais bon. Donc Setsujoku, tiens, ça parle de quoi? Tiens, qui veut se lancer un petit peu dans la présentation, dans le pitch de la série? Quel univers? Quel personnage? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Vous pouvez en parler de tout ça, tiens. Oui. Oui. C'est du médiéval fantastique japonais dedans, on va pas le cacher. Je pense que ça se voit. Et c'est vraiment basé sur les péchés capitaux qui prennent forme de démons. Une sorte d'enfer, mais à la japonaise dedans. Et bien entendu, nous allons avoir notre personnage principal, qui est l'héroïne, qui est une samouraï, qui va affronter tout ceci, sachant qu'elle vient d'un clan, on va dire, déchu, des anciens chasseurs de démons. Ouais, donc c'est, comme on peut le voir sur la couverture de ce premier volume. Oui. Est-ce que tiens, attends, je vais peut-être essayer moi de vous retrouver, pouvoir vous montrer un petit peu de quoi est fait l'univers. Effectivement, tu l'évoquais juste avant, il y a un croisement en fait. On pourrait dire il y a un petit peu un côté dans Setsujoku, et puis après on en parlera par la suite de Revengeful. Mais en tout cas, il y a un côté effectivement Japon médiéval, mais qui se limite pas à ça, puisqu'on a quand même un côté où on vous retrouve beaucoup d'aspects, on va pas parler de kaiju, c'est pas du tout ça, mais en tout cas beaucoup de monstres, en tout cas de créatures. C'est ça. Est-ce que c'est simple on va dire, de réussir à trouver un équilibre comme ça entre finalement comment justement cet équilibre s'est fait, vous, de votre côté, pour que les deux récits puissent se trouver facilement? Hop. Puisque les deux approches, voilà, tiens, on peut le voir dans les premières pages et on parlera peut-être de l'aspect visuel ensuite. Hop, tiens, on va faire un petit peu de zoom. Tu veux dire entre le samouraï et le démon? C'est ça. De toute façon, les samouraïs pourfendeurs de démons, ça marche très bien. Pour ma part, c'est une façon de traiter un peu l'enfer japonais, quoi. Donc, du coup, qui est vraiment basé sur les sentiments, les péchés humains, les émotions un peu maléfiques qui prennent forme dedans. Donc, et qui peuvent tous nous toucher. Donc, Tiens, je vais essayer de mettre un plan pour montrer un petit peu. Tiens, il y a beaucoup. Alors, une chose que les lecteurs du premier volume ont déjà pu faire en retour, c'est qu'il y a énormément d'action, avec des scènes extrêmement dynamiques, presque trop. Tellement ça va vite, ça pète. On peut le voir ici, des compositions. Voilà, c'est vrai qu'on met un petit point d'honneur sur on essaie du moins d'avoir des scènes
assez agressive avec des combats, on va dire, un peu percutants. Il faut que ça explose, faut que ça. On met tout dans le mouvement. Enfin, moi, j'ai beaucoup travaillé le mouvement et la rapidité, les effets. Ouais. Donc, oui, ça se ressent beaucoup sur les planches. Ouais, j'aime bien les chorégraphies qu'on a pu mettre dedans. Et du coup, ça permet d'avoir un visuel à nous, surtout qu'on on joue qu'avec une seule couleur, ce qui permet de donner un peu plus l'accent sur certaines choses. Il y a une vraie volonté, en tout cas, de montrer un récit où il y a déjà, dans le premier tome, en tout cas, il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place. Et pour autant, entre guillemets, le rythme est quand même très élevé. Qu'est-ce qu'on retient finalement pour vous de ce premier album? Est-ce que c'est vraiment pour vous la grosse mise en place? Est-ce qu'il y a déjà pour vous beaucoup d'éléments qui sont amenés à être développés un peu plus encore? Là, on voit par exemple. On a déchargé notre frustration de ne pas avoir fait de la BD quand on était jeune. Et du coup, voilà, c'est devenu très agressif. C'est tout sorti d'un coup. Et c'est sorti d'un coup, un peu comme ça. Des années de frustration. De frustration. Et du coup, ça a donné un peu ce mélange-là. Et voilà. Il y a par ailleurs, il y a une des constantes qu'on a dans la série, c'est qu'elle met vachement en avant les héroïnes, plutôt les personnages féminins, ce qui est très bien. Et pour la question, c'est pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que, par exemple, Vic préfère dessiner les femmes que les hommes? Je sais pas. Non, pas spécialement. Je ne préfère pas dessiner les femmes que les hommes. Ça n'a rien à voir. Ouais. Non. Là, c'est plus un choix de blague par rapport à l'héroïne. Quand que c'est lié au jeu de rôle. En fait, c'est lié surtout que le héros, notre personnage principal est une femme. Donc après, elle n'est pas vraiment. Enfin, il y en a beaucoup qui nous ont dit qu'ils ne pensaient même pas que c'était une femme au début, rien qu'à la couche. En fait, vous avez évité le cliché de la sexualiser. Vous voyez ce que je veux dire au maximum. C'est un samouraï. Qu'elle soit femme ou homme, un samouraï, c'est un guerrier japonais. Et du coup, ça n'a pas d'influence, du moins dans un premier temps, tout de suite. Après, pour les personnages, on va dire, démoniaques, comme on a pu voir dans le premier tome féminin, c'est plus une culture sur les miko. Au Japon, les miko, c'est sur le temple shintoïsme et c'est des femmes en fait dedans. Et du coup, c'est très lié par rapport aux enfers, par rapport à plein de choses. Et du coup, en fait, on en est venu à la femme, pas pour mettre vraiment la femme en avant. Et puis les hommes sont dedans aussi, ils ont une place prépondérante. Ah oui, complètement même. Donc voilà, on a eu pas mal de retours sur le maître d'Itsuko, qui est Shiro, qui est très apprécié apparemment dans la série. Donc du coup, voilà, ce personnage-là, car c'est pas le maître qui pensait. Donc du coup c'est bien, hein. Voilà, mais sinon non, c'est pas vraiment on s'est pas dit ouais on va mettre des femmes, c'est juste que l'héroïne est une femme, et après les miko sont dans la culture japonaise des femmes. Et donc quand on peut donc découvrir en tout cas cette mise en place, on voit également Kushiko, hein, qui est l'adversaire, on va dire, principal de ce premier volume. Qu'est-ce qu'on retient du premier album? Parce que est-ce que c'était difficile finalement d'accoucher, de mettre toutes ces idées en place, de se contenir, ou finalement de se dire on a tout donné? Comment on doit repenser les choses pour la suite? Est-ce qu'il y a une manière d'appréhender ce premier tome maintenant avec le recul, puisque on va le montrer dans quelques secondes, mais hop, il y a un 2. Oui. Oui. Comment vous l'avez appréhendé tout ça? Je sais pas, comment on l'a appréhendé? C'est un peu compliqué parce que déjà c'était notre premier tome, on découvrait vraiment les fonds du métier d'auteur de bande dessinée. En même temps autodidacte, oui, parce qu'on n'a fait aucune école, on est absolument autodidacte. Et c'est comme on te parle de la montagne, tu lis des trucs sur la montagne, tu vois des photos de montagne, mais tu n'y es jamais allé, c'est pas pareil. Tu vois, et là on était vraiment dedans.
et en même temps, on voulait tout donner. Et en même temps, on se disait, faut pas en donner trop non plus, parce qu'il faut regarder sous le pied pour la suite. Donc, c'était un peu. Le premier tome était assez chaotique dans la réalisation. Oui et non. En fait, on a réussi, hein, mais. Moi, par exemple, la difficulté que j'ai eue dans le tome 1, c'est de réussir à finalement poser un univers, donc poser les bases de l'univers pour que le lecteur puisse vraiment rentrer en pleine lecture dedans, mettre en place les personnages, on va dire, principaux dedans, et mener aussi à quelque chose, un message qu'on veut envoyer à travers la lecture. Mais sinon, après, ouais, la deuxième difficulté, c'est qu'on n'avait pas les bases pour construire la bande dessinée. Sachant qu'en plus, au tout début, on n'était pas parti, enfin, on est parti sur cette même histoire, hein, rien n'a changé, mais pas du tout sur ce côté non, au début, c'était du franco-belge en couleur. Ça me convenait absolument pas. Je suis retombé dessus les planches en plus. C'était pas possible, avant même quand on voit le tout. Le projet. Ah oui, moi, j'arrivais pas à m'exprimer dedans. Et du coup, on est parti sur quelque chose en fait de dynamique, complètement où en fait les différent. cases, il n'y a pas de structure, on peut les exploser. D'ailleurs, dans le 1, on peut voir qu'on s'amuse à ça, où la case, elle se détruit, l'action détruit la case. Il y a un côté où on s'était un peu inspiré aussi sur DBZ avec Tenchinan, enfin Yamcha, je crois, qui dépasse une case dessus dans les. Ah oui, dans le tome 2, je voilà, crois. Il tape sur la case, il retombe au sol. Voilà, jouer un peu avec les cases dedans. Donc, et du coup, en fait, ce côté structure, on va dire un peu explosif comme ça, ça nous convenait mieux. Et on est parti sur du noir et blanc dans un premier temps. Et après, une petite idée comme ça de rajouter le rouge pour avoir une seconde lecture, permettre de montrer des éléments clés au lecteur et donner un peu d'agressivité encore aux planches, puisqu'on peut s'apercevoir dans la bande dessinée que le rouge va augmenter en puissance selon la scène. Et du coup, ça nous amuse, on délire bien là-dessus. C'est plutôt pas mal. Les couleurs ont un choix particulier dans notre. En tout cas, il y a une vraie constance aussi. Moi, je vous l'avais dit quand on avait avancé sur le tome 2. On a, après un premier tome qui finalement était extrêmement dynamique, qui avait, on va dire, une narration assez présente au niveau des textes. Là, je trouve qu'on a un équilibre qui est beaucoup plus, en tout cas, qui marque, entre guillemets, aussi une meilleure appréhension de la bande dessinée en elle-même. C'est-à-dire que vous avez des dialogues qui sont finalement, je vais pas dire à sec, mais en tout cas qui sont qui sont plus efficaces, et puis une narration qui à mon sens, fonctionne toujours très très bien, mais qui s'affine encore. Pour moi, on a un tome 2 qui confirme les promesses qu'on a pu voir dans le premier. Là, je fais exprès de zoomer un petit peu, parce que là, je le mets en très très gros sur l'écran, mais on peut voir notamment que Vic, c'est vraiment aussi attelé de son côté à vraiment essayer de nous mettre plus de détails encore sur les décors, qui sont extrêmement présents, qui sont une narration en elle-même, hein, parce qu'il y a beaucoup d'intérieurs aussi qui sont dessinés, ce qui n'est pas forcément le cas aussi on parle souvent de manga entre nous, mais dans les mangas, il y a beaucoup de cases, notamment où les décors sont quasiment absents. Et là, ce n'est pas forcément votre cas, il y en a quasiment presque dans toutes les cases à chaque fois. On a un mélange un peu avec du comics, hein, légèrement, hein, dans la façon de faire. Oui, même un peu même franco-belge. Hein, voilà. Il y a des cases qui sont choisies. Oui, je mets du décor derrière, parce que pour moi, ça fait partie de l'univers, du lore. Les personnages vivent avec dans cet univers-là, avec cet univers-là. Pour moi, c'est important. C'est un voyage aussi, en même temps. Donc, ça permet de faire voyager. Je reviens sur la bande dessinée que j'aime bien comme Requiem. Et lui aussi, au niveau des décors, on en prenait plein la tête dedans. Et du coup,
ouais, on aime bien. Après, c'est plus compliqué quand même de C'est faire plus compliqué. des cases. Honnêtement, c'est pas ce que je préfère faire, les décors, mais. Mais de temps en temps, une pièce blanche avec des décors, Toi, tu t'entends bien. Ouais, je sais. Mais- ça permet de donner vraiment une identité au monde, finalement, dedans. Et ça, à partir du moment où on a une image, pour moi, de là où le personnage évolue, hein, Ouais, oui. on peut se permettre après d'enlever des décors pour mettre plus le personnage en avant, l'action, et ainsi de suite. Et on garde ce décor en tête. C'est un peu aussi la magie de la bande dessinée, hein, dedans. Donc pour nous, c'est quand même important d'avoir de jolis décors. Et puis même si c'est compliqué, Vic se débrouille très très bien dans ce domaine, pour ma part. Donc du coup, Je suis bien d'accord. C'est là où de voir qu'il y a. Là, c'est effectivement une séquence que je montre qui est finalement assez différente aussi en termes de narration. Là, ça montre aussi qu'il y a une volonté pour tous les deux de modifier un petit peu la narration classique qu'on pourrait trouver ou qui avait été mise en place. Vous aimez jouer aussi un petit peu avec le format. oui, Ouais. dans le tome 1, il y a même une scène dans le tome 1 où on est obligé de tourner le livre pour lire complètement. Il y en a d'autres où on va jouer vraiment avec le format, avec les planches. On ne s'arrête pas à page 1, page 2. On peut déborder. On s'amuse un peu, quoi. Tourner le livre et le lire à l'envers à un moment donné, parce que le héros est un peu désorienté, ben, ça désoriente aussi le lecteur et ben, ça le plonge un peu plus. Il y a un peu plus d'immersion. Et je trouve que ça peut être. C'est pas mal. Enfin, enfin, on aime bien. Ce jeu avec la narration, c'est quelque chose que vous avez, enfin, qui vous a été inspiré par quelque chose en particulier? Est-ce que c'est quelque chose qui, Donc, là, que vous avez envie de mettre il y a un permanent? Batman, oui, Il y a un Batman qui fait ça. C'était. Moi, en fait, ça m'a plus c'est rassuré pas qu'on peut le faire que plus inspiré. Oui. Voilà, parce que vraiment, moi, j'aime bien jouer. D'ailleurs, juste avoir le rouge, on joue avec les couleurs et c'est pareil. On aime bien s'approprier les choses et le faire vraiment à notre sauce. Finalement, la création, ben, elle ne doit pas vraiment avoir de limite. On peut s'amuser à plein de choses. Après, ça marche ou ça marche pas. Mais on aime bien s'amuser, quoi. Oui. Voilà. Oui, pas rester dans des moules tout pressés. Faut qu'on puisse justement un peu sachez si on a une idée de on va tourner le livre pour perturber le lecteur, ou comme dans Quantum 1, faire un tourbillon pour faire obligé de tourner le livre au fur et à mesure pour pouvoir lire les bulles, Ouais, etc. c'est rigolo. C'est rigolo, ça nous amuse en même temps, puis ça fait un peu sortir de toujours case. Là, pareil, dans le tome 2, à la fin, la lecture elle est différente, elle se lit enfin, ça va se lire sur les 2 pages en même temps. Et on va finir. C'est un classique, mais dedans, on le retrouve. On retrouve des trucs comme ça. J'ai essayé de pas spoiler. Non, j'allais également dire une chose qu'on a. Tiens, bah, ça, si on peut montrer quand même. Parce que ça c'est le genre de truc où on se dit, ah ouais, il y a des trucs comme ça. Ouais, il y a des trucs comme ça. Oui. Je me rappelle de mémoire, je crois que c'est un YouTuber qui disait il y a un côté attaque des titans aussi en opposition entre les guerriers et finalement les créatures. Ça fait partie des choses comme ça que vous aimez bien, l'attaque des titans Oui. Après, on ne se gêne pas pour s'inspirer de choses qui nous plaisent, hein, mais comme tous les auteurs. Finalement, il y a un truc qui se dit wow, c'est génial, tiens. Puis le monde de ces Tsujuko se prête très bien à ce genre de choses, avec les Oni, les démons, les yokai. Puis j'aime bien ce côté aussi. Cet gigantisme. Le petit, enfin le David contre Goliath, quoi. C'est un classique. Hein, c'est un grand classique et moi j'aime bien que notre héroïne se retrouve face à certaines choses un peu compliquées, quoi. Voilà. Après, on peut même aborder aussi dessus, parce que c'est plus un secret pour ceux qui connaissent le 1, mais on aborde autre chose au niveau de la couleur aussi dedans. C'est ça, il y a une couleur qui va venir à arriver et poindre son nez à quelques petites occasions, qui a une utilité bien précise. C'est pour ça que je voulais éviter de spoiler notamment la fin du 1, je l'ai avancé vite, mais la fin du 2 notamment. Et puis, en parlant de fin,
faut expliquer aussi que Setsudoku, c'est aussi un univers qui dépasse un petit peu la simple limite, on va dire, de son récit principal, parce que vous y avez adjoint aussi, dans chacun des deux albums, en fait, un récit en fait, parallèle qui se trouve à la fin, qui s'appelle les Sakura rouges. Ça, vous pouvez en parler un petit peu. De quoi ça parle, ça, de quoi vous voulez parler à travers les Sakura rouges? Là, je le montre dans le bouquin pour le tome 1. C'est des mémoires, en fait. C'est les. C'est des. Oui, le Sakura rouge, c'est les mémoires d'un personnage. C'est les écrits d'un personnage qu'on pourra apprendre à connaître. Donc c'est vraiment en parallèle à l'histoire. Ça permet en fait de jouer avec une autre façon d'écrire, finalement, puisque là on est plus dans du texte un peu poétique et de l'illustration, que ce soit un peu trad japonais ou inspiré des ombres chinoises. Inspiré des ombres chinoises dedans. Donc ça permet de s'exprimer autrement. En fait, ça amène une autre atmosphère également. Ce que j'allais vous dire, c'est vraiment une autre atmosphère qui est mise à ce moment-là. C'est très étroite avec le premier parce que ça va très bien dans l'univers japonais. Et de toute façon, tout est lié. Voilà, oui. Et dans le 2, on joue autrement même, sur les Sakura. Voilà. Avec un style graphique qui, là encore, change en fait par rapport à celui que vous nous avez montré jusqu'ici. Ouais, très, très noir, très sombre. On va chercher à garder un peu de mystère derrière ces aplats de noir là. Finalement, les Sakura rouges, c'est du passé, au monde qu'on est en train de lire, mais c'est du passé qui a influencé sur ce qu'on va lire tout au long de la bande dessinée. Et du coup, ça apporte quelques réponses, d'autres questions aussi sur l'univers. Et du coup, petit à petit, en réunissant tous les Sakura, on a on va dire une partie de l'histoire, une partie de quelque. C'est une autre façon de montrer un peu le passé. Une partie du passé, des origines, un peu de toutes les problématiques qu'il y a en ce moment dans l'univers de Setsudoku. Voilà, c'est un peu les origines finalement de notre héros. Les origines, mais pas vraiment les siennes, mais plus de son clan dedans. Et parlons-en justement de ces différentes menaces, identifiées comme les 7 péchés. Tome 2, on voit déjà le 2, donc au final, il y aura 7 tomes là, comment ça se passe? Oui, on peut rentrer sur ce on pourrait rentrer dans cette idée-là, mais comment on travaille la bande dessinée, justement, en cassant les cases, en jouant un peu avec le bouquin, est-ce qu'on ne va pas jouer sur un nombre de tomes et pas rester dans un classique de 7 tomes? Et puis, comme on est un peu borderline, du coup, on écrit, on dessine un peu comme on le sent. Et on fait ce qu'on veut. Dans le prochain tome, 4 péchés seront dévoilés d'une traite. Il y a même un petit. Ils vont affronter des quadruplés, pardon. Allez, hop. Non, mais après, voilà, j'aime bien qu'il y a 7 péchés, mais il y a 7 valeurs aussi dans le code du Bushido. Et du coup, il y a ce côté un peu balance, quoi, entre la lumière et l'obscurité dedans, les péchés et les valeurs, les péchés et les valeurs. Voilà, l'univers. Oui, ça c'était dans le tome 1. C'était dans le tome 1, oui. Ouais, c'était nos recherches. Ça peut faire découvrir un peu l'univers. Petit clin d'œil jeu de rôle aussi, où on explique un peu les créatures et tout. C'est pas mal. C'était rigolo. En tout cas, un deuxième tome avec encore plus de pages, ça faut le dire aussi, plus de BD. Oui. Ça c'était cool. Tac, tiens, je vais la montrer à l'écran en même temps. Faut que je fasse disparaître ça. C'est ça. Hop. Les deux donc, sont dispo, voilà, ça c'est important. Et puis on a un moment, on s'est posé une question avec Vic et Black. Vous allez voir l'enchaînement de malade. C'est de dire, purée, en fait, on kiffe tellement le manga. Est-ce que finalement, pour repenser Setsudoku dans un autre format, serait une bonne idée? Et de là est né Revenge Room, qu'on voit ici. Je vais vous montrer.
dans un format qui n'est pas le même, du coup, puisqu'on est sur un format plus petit. Enfin, plus petit. Hop, j'ai toujours du mal avec... Voilà, je vais essayer de... En fait, on est sur un format qu'on pourrait qualifier de manga de luxe, en fait, celui des webtoons aujourd'hui. On va retrouver le livre qu'on avait connu, mais pas vraiment de la même manière. C'est Setsujoku, mais entièrement remanié. Pouvez nous parler un petit peu de staff du taf que vous avez réalisé entre les deux versions? Sur le tome 1, on a tout refait entièrement la mise en page de tout le livre en fait, avec redifferencier des cases, refaire certaines parties de dessin. On a rajouté 2 planches, je crois aussi. Oui, il y a quelques petits clins d'œil et des dessins un peu uniques. Voilà, et on a remanié les textes aussi. Et du coup, on a profité aussi pour jouer avec les fonds, pour rajouter des petits trucs, des onomatopées, des fois, une ombre d'armes, de chaînes qui passent dans les moments d'action. On a joué vraiment avec la mise en page sur celui-là. Oui, c'est le même récit, mais finalement, on l'a découpé autrement. Ça rend C'est un peu une version de director cut, qu'on pourrait dire au cinéma, version cette fois-ci optimisée. Oui, voilà, c'est ça, parce que le premier, c'était vraiment un coup d'essai pour nous. Enfin, on rentrait complètement dans cet univers. Ouais. Et du coup, Revenge Schul, c'est plus un peu avec l'expérience qu'on a eue du 1, remanier la chose dans un format finalement qui lui va vraiment bien. La lecture est plus rapide, je trouve. Il y a plus de pages parce qu'on l'a découpé autrement, mais elle est beaucoup plus rapide. Du coup, ça va bien avec le rythme de la bande dessinée. Et puis, c'était, comme vous le disiez, l'occasion finalement d'affiner, de corriger les petits défauts qu'on avait pu avoir sur un tome 1, de manière assez habile en fait, parce que moi je dis toujours, on a une version qui est plus poussée. Vraiment, le côté director cut, c'est et à mon sens assez bon à prendre en compte. Tiens, je vous montre aussi à l'occasion, parce que vous voyez dans la petite bande-annonce, il y avait on avait fait une version collector qui est super belle aussi. Tiens, je vous montre. Voilà, avec des petits effets métallisés et tout, donc c'est assez cool. Et outre ce nouveau format, etc., ça vous a aussi permis peut-être d'améliorer encore la manière de raconter l'histoire, parce que pour le coup, je sais que dans le cadre du découpage du tome 2, c'est une inspiration que vous avez, qui a été beaucoup plus... Comme tu as pu le dire tout à l'heure, dans le 2, on retrouve un peu plus de maturité dans la façon d'écrire, dans la façon de raconter l'histoire, même de découper les planches. Et du coup, le Setsu 2, il suit la ligne de Revenge Schul. Revenge Schul, c'est vraiment... voilà, le 1, il est sorti, on est très content de Setsu, de ce qu'on a pu sortir comme premier livre, mais Revenge Schul, c'est la ligne que va suivre tout le reste de la série, quoi, dessus. Je vous montre Setsu 2 parce qu'il va y avoir un peu de teasing avec le vert, comme ça se voit pas. Oui. On joue avec les couleurs, finalement. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui en voyant l'arrivée de Setsujoku tome 2 et qui ont foncé, eux, sur la version Revenge Schul, se sont pour le coup posé la question de dire mais quand est-ce que va arriver Revenge Schul tome 2, on a suivi, on est dessus, qu'est-ce qu'il en est, quand est-ce que ça arrive? Alors, on peut dire, là, on a commencé à baliser un petit peu le terrain. L'idée, c'est que l'album soit disponible rapidement, et on a prévu, en tout cas, le lancement de la campagne Ulule vers le mois d'avril, voilà, pour tenir au courant. On vous communiquera évidemment l'adresse dès que c'est dispo, il n'y a pas de... Voilà, dès que le Ulule commence à avancer, en tout cas en termes de préparation, vous pourrez déjà vous inscrire dessus. Tous ceux qui ont participé au 1, et même pas que, évidemment. Ce sera l'occasion de prendre le 1 de Revenge Schul si vous ne l'aviez pas tenté, et si maintenant vous vous laissez tenter. Et l'idée, c'est que, on va dire, presque à la fin de la campagne, on inscrit directement le nom des participants dans le tome 2 de Revenge Schul, et Roulet Jeunesse, quelques semaines après, il arrive, puisque, pour le coup... voilà. On a pris de l'avance effectivement du côté de Vic et Black pour éviter justement que les délais soient trop longs aussi de ce côté-là.
C'est vrai que la création, c'est pas un long fleuve tranquille, j'aime bien le dire. On pense qu'on a besoin des fois de 6 mois, finalement 1 an et 1 an et demi entre le quotidien, des fois les galères entre l'inspiration originale et finalement, une fois que les idées, sont mises sur papier, bah, ça fonctionne pas, faut retravailler, faut refaire et là, pour le coup, bah, c'est vrai que, bah, sur le tome 2 de Setsujoku, et dans la foulée donc du coup de Revengeful, bah, on a un tome qui va arriver beaucoup plus vite et c'est aussi des leçons en fait qu'on retient mutuellement. C'est de se dire que par exemple dans le cadre du 3e opus, l'idée va être de prendre beaucoup plus d'avance, on va dire, sur chaque album pour que derrière vous puissiez avoir, une lecture qui s'enchaîne, sans trop d'attente, une fois que vous avez, participé à la campagne. C'est ça. Bah, de toute façon, il y a eu pas mal d'attentes entre le 1 et le 2, mais alors sans avoir d'excuses, hein, parce qu'il y a eu de l'attente. Hein. Moi, le premier, je suis d'accord. mais finalement, on a quand même préparé le livre, le tome 2, mais dans la foulée, on a fait Revengeful 1 dessus, et le 2 est prêt aussi, de Revengeful. Donc, il y a eu de l'attente, mais les 3 livres. Il faut bien aussi préciser que Revengeful, c'est vraiment une relecture hein, du premier, c'est corriger les choses, c'est affiner les différentes démarches. Ça a demandé quand même Oui. du Ben, travail. Surtout qu'il n'était pas prévu du tout le Revengeful à la base. Ouais. Ah non. C'est 1. Et c'est l'idée de refaire Revengeful est venue après. Là, on s'est dit, ah ouais, mais il faut faire toute la mise en page. C'est ça, on avait commencé le Setsu 2, qui est, du coup, on a stoppé pour lancer finalement le Revengeful 1, parce que ça allait être notre base de travail pour justement tout le reste de l'histoire, quoi, de la bande dessinée. Et puis, je voulais en profiter aussi pour montrer, j'espère que j'ai pris le bon tome, tiens, qui m'est réfuté. Hop, je voulais essayer de trouver, est-ce que c'est dans celui-là? Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Dans quel tome? Je vais montrer le super fan art. Ouais, c'est ça. Parce que vous aviez aussi participé fort aimablement et gentiment hop, à Paria, tome 2, donc il y a d'une illustration. Ouais. Voilà. Avec nos ici. Avec nos couleurs, exactement. Dans le tome 2 de Paria, dont on a déjà parlé sur la chaîne. Paria, pour le coup, c'est un univers qui a été totalement différent. C'est facile comme ça, finalement, quand on vous connaît principalement pour un type d'approche univers médiéval, fantasy japonaise, fantastique, etc., d'aller vers un univers totalement différent comme celui-là? Oui, c'est rigolo. C'est rigolo, oui. C'est rigolo, c'est très amusant. Moi, c'est un exercice qui me plaît beaucoup. C'est pas un problème. Hein. Il y a pas que, on n'est pas cantonné qu'à cet univers. Là, pour le moment, au contraire, ça change. C'est celui-là, notre base de travail, parce que voilà, on a commencé cette série. Mais sinon, après, des univers, on n'a pas que le médiéval fantastique japonais dedans. Du coup, ça va, c'est même plutôt rigolo. Oui. C'est cool. Et faire même des croisements, c'est même top, quoi. Et puis je voulais, ça va être l'occasion comme ça de le montrer à l'écran parce que lors de la campagne de Setsujoku, Vic et Black ont permis de réaliser des commissions pour les lecteurs. Et en fait, quand on les a reçus avant de les expédier avec les différents bonus de la campagne, je voulais en montrer quelques-unes pour aussi montrer justement que vous ne faites pas que un style ou un type d'univers. Tiens, je pense que là, les lecteurs peuvent pas se plaindre. En tout cas, vous n'êtes pas foutus de leur gueule. C'est vrai. Hein. Hop, je sais pas si je peux les mettre en plus grand, peut-être. Hop, c'est pas vraiment beaucoup plus grand, mais Non. non, mais on y retrouve différents personnages, notamment de comics. Voilà, vous lisez beaucoup de comics, tiens, d'ailleurs, par ailleurs? Moi, j'aime beaucoup les Marvel dedans. J'ai un peu mes préférés, Hulk, Spider-Man. On va dire que c'est un peu mes chouchous. Par exemple, et j'aime beaucoup l'univers de Batman en DC. Oui, moi aussi, c'est mon préféré. Voilà, c'est essentiellement celui-là. Je suis un peu moins attiré par Superman, tout ceci. Mais par contre, l'univers de Batman, j'aime énormément. D'ailleurs, souvent, on propose de l'Harley Quinn. Oui. Voilà, Batman, on aime bien. Et puis je voulais aussi du Hellboy.
Oui, c'est un Ouais, univers, les comics, c'est un univers qui nous plaît. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. Bon, moi, je lis de tout après, que ce soit comics, manga, BD belge, peu importe. Ouais, mais pas BD française, on notera, tu ne l'as pas dit, Vic. Non, BD non, je ne l'ai français, pas dit. voilà. Non, mais Yeah, j'aime bien. Les Marvel, j'aime bien. Puis au-delà du bourrinage qu'on peut voir, parce que Marvel, on va dire que ça bourrine pas mal, hein, il y a quand même pas mal de morale aussi dedans. J'aime bien. Voilà. Et là, je voulais aussi montrer, parce que ce sont quelques-unes des aquarelles qui ont été réalisées autour de l'univers du coup de Setsu. Oui. Voilà. Voilà. Ils se sont bien embêtés, les loulous. Ils ne se sont pas moqués des. Voilà. Ouais, bah, j'aime bien m'embêter un peu sur les dessins. Ça m'embête pas vraiment. C'est cool. En même temps, je veux dire, c'est pour les personnes qui ont participé à la campagne et ils nous permettent de continuer notre rêve, quoi, parce que c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur. Et d'ailleurs, on les remercie vraiment, toujours, parce que ça permet vraiment de s'exprimer, on va dire, sur les planches, et on espère vraiment les propulser dans notre univers et qu'ils soient satisfaits. Et puis, on peut aussi le dire, on a fait une avant-première au Festival BD Boom à Blois, parce que c'est vrai qu'on avait. Vous y étiez déjà venu à l'occasion du Ouais, on a fait 2, ouais, c'est très cool d'ailleurs. Vous avez été super bien accueillis, il faut le dire. Nos amis blésois étaient au rendez-vous, ça c'était super cool. Ouais. Comme les débuts, par ailleurs, quand vous étiez venus. Et puis, le temps, ça les arrête pas. Hein, parce que chez nous, le temps, ça arrête pas. Ah oui, il n'y a personne. Mais là-haut, non, c'est vrai que c'est. Festival de Bois, BD Boom, c'est vraiment. C'est très bon festival. Personnellement, j'adore y aller. C'est toujours des bons moments. Les gens, vous êtes tous très agréables. Et pour le coup, on a pu, ce que j'allais dire, c'est qu'à l'occasion du tome 2, on a pu voir que les gens étaient toujours en rendez-vous. Donc ça veut dire que ça leur a plu, déjà, s'ils sont venus prendre le tome 2. Et puis ça leur a permis aussi de découvrir pour certains l'autre format qui était Revengeful et de voir que finalement, les lecteurs se dirigent vers l'un ou vers l'autre de manière assez naturelle selon leur goût. Voilà, c'est hyper important. Oui, c'est ça. Donc, écoutez, en tout cas, je suis super content en tout cas d'avoir partagé cette heure ensemble, messieurs. J'espère que on aura intéressé un max de monde, en tout cas que ce sera suffisamment intéressant pour faire découvrir encore plus votre univers et vos personnalités. N'hésitez pas, s'il y a des libraires, à nous solliciter, puisque si vous voulez inviter Vic et Black, il faut en profiter. Ils sont disponibles en tout cas et font de jolies rencontres, sachez-le. Puis écoutez, pour terminer, en tout cas, je vous dis en tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis en tout cas merci à toi. Merci. Puis écoutez, merci les gars, et puis écoutez, à très bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Bye bye. À bientôt.